Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion. Dans cette vidéo, je vais te faire un résumé complet sur le livre Rich Dad, Poor Dad, Père riche, Père pauvre en français. C'est un des livres sur les finances les plus populaires au monde et il y a une bonne raison. Il donne 6 leçons très importantes sur la différence entre les pauvres et les riches. Donc si toi aussi t'aimerais avoir un meilleur contrôle de tes finances, devenir riche, eh bien, je vais te faire un résumé en une vingtaine de minutes de tout ce que tu as à savoir et les meilleurs conseils de ce livre. Excellent! Alors, pourquoi le livre s'appelle Père riche, Père pauvre? C'est que l'auteur Robert Kiyosaki compare ces deux figures paternelles qu'il a eues dans son enfance. Le premier, le père pauvre, c'est son père biologique. Lui, c'est quelqu'un qui a complété un doctorat, des hautes études. Il est intelligent, il travaille fort pour un salaire de classe moyenne, mais à sa mort, il n'a laissé que des dettes à sa famille. Et puis, tu as le père riche, qui lui, c'est son mentor. C'est tout simplement le père de son ami. Et lui, il le voit un peu comme son propre père parce qu'il était très proche de lui. Et le père riche, lui, il n'a jamais terminé ses études, mais il est devenu un des hommes les plus riches à Hawaï. Il a légué des dizaines de millions à sa mort, à sa famille et à des charités. Donc, les deux hommes étaient très similaires. C'était deux hommes intelligents, travaillants, charismatiques, mais la différence, c'est qu'ils n'approchaient pas l'argent de la même façon. Donc, le père pauvre, lui, il va dire quelque chose comme on ne peut pas se le permettre, je ne peux pas me le permettre. Le père riche, lui, ça va être comment est-ce que je peux me le permettre? Le père pauvre va dire tu dois étudier pour trouver une bonne compagnie qui te paiera un bon salaire. Le père riche, lui, va dire étudie pour acheter une bonne compagnie. Le père pauvre va dire on ne parle pas d'argent à table. Le père riche va dire discuter d'argent, c'est encourager en tout temps. Le père pauvre va dire c'est important avec l'argent d'être prudent. Le père riche, c'est important avec l'argent d'apprendre à gérer le risque. Et le père pauvre, lui, il va dire il faut se fier au gouvernement pour les avantages sociaux, pour ta pension, etc. Et le père riche, il faut être entièrement autonome financièrement, ne pas se fier sur le gouvernement. Donc le premier, le père pauvre, lui, il endort son cerveau quand il est question d'argent. Et le père riche, lui, il fait exercer son cerveau quand il est question d'argent. Donc, Kiyosaki, lui, supposément que c'est, je ne sais pas à quel point c'est romancé dans le livre, mais supposément que c'est une histoire vraie. Et lui, il a eu la chance de bénéficier de ces deux points de vue-là, de pouvoir les comparer, de pouvoir choisir lequel lui convenait le mieux quand il était jeune. Et selon lui, c'est pourquoi les familles pauvres restent pauvres et pourquoi les familles riches restent riches. Parce que l'éducation financière, ça se fait uniquement à la maison. Ce n'est pas systématisé dans les écoles. Donc, ceux qui sont pauvres, mais ils ne connaissent pas mieux, donc ils n'ont pas accès à devenir riches. Et lui, Kiyosaki, il a eu la chance d'avoir accès à un deuxième père riche qui a pu lui montrer le chemin là-dedans. Donc, le livre est basé sur les 6 grandes leçons que Kiyosaki a appris de son père riche. Et la leçon numéro 1, c'est que les riches ne travaillent pas pour l'argent. L'argent travaille pour eux. Il commence en décrivant comment il a appris ça à un jeune âge de son père riche. Donc, le père riche, il a accepté d'enseigner des leçons d'argent à Robert en le faisant travailler pour lui dans son business les week-ends, mais il lui offrait un salaire de misère, seulement 10 cents de l'heure. Et après 3 semaines de dur labeur, Robert, il s'est plaint d'être exploité à son père riche. Et son père riche lui a répondu que c'est la réaction de tous ses employés. Ils disent « Tu m'exploites, j'ai pas assez d'argent, j'ai des problèmes d'argent, j'ai des dettes à rembourser, est-ce que je peux avoir une augmentation de salaire? » Et puis, ils font que blâmer le fait qu'ils n'ont pas d'argent sur leur employeur, sur des circonstances externes. Ils se plaignent et c'est ce que son père riche lui apprend que ça s'appelle le rat race. C'est quand tu imagines un petit rat qui tourne dans une roue et c'est une roue sans fin. Donc ça, c'est quand des gens sont salariés, ils sont employés.
Ils n'ont pas assez d'argent, ils demandent des augmentations et quand ils les obtiennent, ils vont tout simplement augmenter leur niveau de vie, avoir encore plus de dettes, plus de dépenses, se faire plaisir, acheter des trucs et finalement, même s'ils font plus d'argent, ils ne sont jamais riches, ils sont tout le temps dans les dettes, ils manquent toujours d'argent même s'ils en font plus. Donc c'est possible d'avoir beaucoup d'argent et être pauvre aussi. Ces gens-là n'utilisent pas leur créativité pour se demander comment l'argent pourrait travailler pour eux. Ils sont contrôlés par la peur et par leurs émotions quand il vient le temps de parler d'argent. Ils ont peur de manquer d'argent, de ne pas pouvoir payer leurs dépenses, d'avoir trop de dettes, de ne pas savoir s'ils vont avoir assez d'argent le prochain mois. Donc, ils sont paralysés et ils n'utilisent jamais leurs ressources pour se demander comment est-ce qu'ils pourraient faire plus d'argent, mais surtout comment l'argent pourrait travailler pour eux. Donc, la suite de l'histoire, c'est que Robert, il continue de travailler, mais cette fois-ci sans salaire. Mais cette fois-ci, il ouvre ses yeux aux opportunités de faire travailler l'argent pour lui, même s'il ne gagne pas encore d'argent. Donc, ce qu'il a vu, c'est que dans le petit, je sais pas où il travaillait, dans un dépanneur, dans je sais pas quoi, un petit magasin qui appartenait à son père riche, il a vu que les comics, donc les petites revues, non vendus allaient être jetés. Donc, il les a tout simplement ramassés et dans son sous-sol chez lui, il a créé une petite bibliothèque de comics. Il a invité tous ses amis, tous les gens de l'école et il leur a chargé seulement un petit frais, genre 10 cents, pour passer 2 heures dans sa bibliothèque, lire les comics et ensuite s'en aller. Donc, et en plus, lui, il a engagé sa sœur et elle avait tout simplement besoin de regarder que personne n'allait voler les comics ou qu'ils allaient partir avec. Et elle pouvait étudier en même temps, donc ça lui dérangeait pas. Donc, il faisait de l'argent sans même devoir être présent. Sa sœur surveillait et les gens venaient, ils payaient leur petit prix pour passer quelques heures à lire les comics. Et lui, il ramassait l'argent dans ces années-là, dans les années 50-60, j'estime, dans le livre. Eh bien, lui, il pouvait faire jusqu'à 8 ou 9 dollars par semaine. Donc, c'était beaucoup d'argent dans ce temps-là. Il n'avait même pas besoin d'être présent et ça ne lui coûtait rien. Donc, il a tout simplement saisi l'opportunité. Donc, c'est la première leçon que lui a enseignée son père riche. La leçon numéro 2, c'est ce n'est pas combien d'argent vous gagnez, mais combien vous gardez. Donc, le plus important dans ce chapitre-là, c'est ce que Kiyosaki dit. Vous devez connaître la différence entre un actif et un passif. L'actif, c'est quelque chose qui travaille pour vous et qui monte en valeur avec le temps. Le passif ne génère rien et sa valeur déprécie rapidement. Donc, pour pouvoir devenir riche, c'est super simple, c'est de n'acheter que des actifs ou le plus possible et de réduire ses passifs et ses dépenses à un minimum. Ça peut paraître super simple, mais il y a plein de gens qui ne mettent pas ces conseils en pratique. Donc, il fait aussi, et ça c'est super intéressant, il y a des petits graphiques dans le livre aussi, je vais te les montrer, qui démontrent c'est quoi le chemin que prend l'argent selon la personne. Pour lui, il y a trois niveaux. La personne pauvre, eh bien, les revenus que la personne fait, donc en travaillant, tout l'argent qu'il gagne, tous ces revenus-là sont passés dans les dépenses et il ne reste rien. Il n'y a même pas la possibilité d'acquérir des passifs, de s'acheter une voiture, rien. Ils font tout simplement payer les trucs de base, payer son loyer, payer sa nourriture, ses vêtements, et il ne reste plus rien. Donc ça, c'est la personne la plus pauvre. La personne de la classe moyenne, elle, les revenus sont passés dans les passifs, donc des achats qui sont passés sur les cartes de crédit, les prêts de voiture, les paiements d'hypothèque, les prêts étudiants. Et ensuite, ce qui reste, c'est les dépenses. Encore une fois, nourriture, vêtements, transport, etc. Donc, les gens dans la classe moyenne, ils ont les moyens de se payer en premier. C'est juste qu'ils vont s'acheter des passifs au lieu de s'acheter des actifs. Des choses qui vont déprécier en valeur. De s'acheter une voiture, la voiture va baisser en valeur avec le temps. Elle va requérir plusieurs coûts, l'essence, l'immatriculation, les assurances. Donc finalement, ce n'est pas quelque chose qui va générer de l'argent. Et ensuite, le chemin que prend l'argent pour les riches, c'est que les revenus sont générés directement par les actifs. Donc que tes actifs, ça soit
des investissements, des immeubles à logement ou tout autre truc qui va prendre en valeur et qui va générer de l'argent pour toi, eh bien, c'est comme ça qu'ils vont faire la majorité de leur argent. Donc, une fois que cet argent-là est fait, bien, ils peuvent les réinvestir dans encore plus d'actifs ou tout simplement garder les revenus pour accumuler sa richesse. Ces gens-là, ils ont peu ou pas de passifs et très, très peu de dépenses aussi. Donc ça, je pense, c'est le chapitre le plus important à prendre en tête. Il faut que tu te questionnes toi aussi. Est-ce que je détiens des actifs ou que des passifs? Est-ce que je me paie en premier en achetant des actifs? Ou est-ce que je m'achète plutôt des actifs ou que je passe tout dans les dépenses et il me reste rien? Donc, il faut se poser la question. La leçon numéro 3 de son père riche, c'est « Occupe-toi de tes affaires » ou « Occupez-vous de vos affaires ». Il y a une différence entre sa profession et son business. La plupart des gens y exercent une profession, puis ils aident le propriétaire de l'entreprise ou du business à devenir riche. Donc, quand tu travailles pour quelqu'un, tu aides cette personne-là à devenir riche et toi, tu fais que ramasser un salaire avec très, très peu de perspectives de l'augmenter. À part d'avoir quelques petites augmentations de salaire ici et là, on parle de rien pour devenir riche, hein? Donc, il est primordial d'avoir votre propre business si vous voulez être riche, car ce ne sont pas les employés qui deviennent riches, ce sont souvent les propriétaires. Et ça ne veut pas dire nécessairement de démarrer une compagnie, mais ça veut plutôt dire de commencer à utiliser votre argent de façon intelligente pour faire fructifier vos actifs, ce qu'on a parlé dans la leçon numéro 2. Donc, les riches, eux, ils vont se faire plaisir en dernier seulement. Et quand ils vont s'acheter des articles de luxe ou du divertissement, ils vont se payer en premier avec des actifs et tout ce qu'il reste à la fin, là, ils vont l'utiliser pour leurs dépenses et se faire plaisir. Les pauvres, eux, ils vont se faire plaisir en premier. Ils vont se dire que j'ai travaillé fort, je le mérite. Mais en raison de cela, il ne reste plus d'argent pour se sortir de cette pauvreté parce que chaque fois qu'ils ont plus d'argent, ils vont juste se faire plaisir encore plus parce qu'ils le méritent encore plus, ils ont travaillé encore plus fort, hein? Donc, toute augmentation de salaire, selon Kiyosaki, devrait passer dans des actifs. Donc là, je te donne une liste de 6 choses dans lesquelles il parle dans le livre qu'il considère comme de bons actifs. Numéro 1, un business qui ne requiert pas votre présence. Parce que il va mettre la distinction, si tu dois travailler dans ton business, c'est pas juste ton business, mais c'est aussi ton job, hein? La différence entre business et occupation. Business et profession, ce n'est pas exactement la même chose. Numéro 2, les actions en bourse. Numéro 3, les obligations. Numéro 4, l'immobilier locatif, donc d'acheter un immeuble dans le but d'en tirer des revenus. Numéro 5, les droits d'auteur ou propriété intellectuelle. Ça, on n'y pense pas souvent, mais si tu as des redevances sur de la musique que tu as créée, sur des livres, si tu as un brevet à ton nom, eh bien ça compte parce que c'est des revenus que tu n'as plus besoin de rien faire et l'argent continue d'entrer seulement par tes droits d'auteur. Et numéro 6, bien, tout simplement tout ce qui produit ou monte en valeur avec le temps et qui a un bon marché, hein, parce qu'il y a des choses avec le temps qui vont s'essouffler. Maintenant, les VHS, eh bien, ça a déjà été très profitable et il y a déjà eu un marché pour ça, mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc, il faut que ça puisse monter en valeur et qu'il y ait un marché pour ça. Leçon numéro 4 du père riche, c'est que les entreprises sont les plus gros secrets des riches ou comment ne pas être surtaxé. Parce qu'on a l'impression que ce sont les ultra riches qui sont les plus taxés et qui doivent redonner le plus leur part à la société. Mais les plus taxés, en réalité, ce sont les hauts classés dans la classe moyenne. Ce ne sont pas les ultra riches, ce sont les gens qui sont les plus hauts dans la classe moyenne. Parce que pour un salarié, le plus fort tu travailles, le plus tu dois donner une grande part au gouvernement. Les taux de taxation, les taux d'imposition montent, le plus d'argent tu gagnes. Mais pour une corporation, les règles sont différentes. Les taux de taxation sont plus faibles que pour les individus et on peut y dépasser nos dépenses
prétaxé, ce qu'on ne peut pas faire en tant que salarié. Et là, il faut faire attention. L'incorporation, ça ne veut pas nécessairement dire que tu as une grande entreprise. Quelqu'un d'incorporé, c'est tout simplement quelqu'un qui a un document légal qui sépare les entités de sa compagnie et de soi en tant qu'employé. Tu pourrais avoir un business en ligne, être le seul employé dans ton business et le seul propriétaire de la business, mais tant que tu as un document légal d'incorporation qui fait que tu as deux entités différentes, eh bien, tu peux avoir avantage à tout ce que la corporation peut t'amener justement des taux de taxation plus faibles et de passer tes dépenses avant d'être imposé. Et c'est un peu l'objectif de ce chapitre, c'est de te faire réaliser que ça coûte cher d'être que salarié, d'être propriétaire, d'être une corporation, d'être incorporé. Il y a beaucoup d'avantages fiscaux à ça. Un autre point, c'est que les dépenses comptables, ça semble grand. Il faut dépenser pour faire 2 rapports d'impôts, parce que là, il faut faire le rapport pour sa compagnie et pour soi en tant qu'employé. Il y a une plus grande complexité derrière ça. Il faut payer son comptable beaucoup plus cher que faire tout simplement un rapport d'impôts rapide en tant qu'employé. Mais ces dépenses-là sont toujours moins chères que de ne pas connaître la loi et les façons de payer moins de taxes parce qu'il y en a beaucoup. Donc, en d'autres mots, si on simplifie ça, avec une corporation, ça va dans ces 3 étapes consécutives. Premièrement, on gagne de l'argent. Deuxièmement, on dépense l'argent. Donc, on passe nos dépenses avant d'être taxé ou imposé. Et en troisième, on paie les taxes sur ce qui reste. Donc, quand on a beaucoup de dépenses, on fait beaucoup descendre notre montant imposable et c'est seulement ça qui va être imposé. Et quand on est sans corporation, on gagne de l'argent en premier. On paie les taxes sur la totale de ce qu'on a fait et ensuite, on dépense sur ce qui reste. Toutes nos dépenses vont être passées après taxe et ça peut faire une très, très grande différence. Leçon numéro 5, les riches créent l'argent. Pour être riche, il faut savoir saisir des opportunités. Ce ne sont pas les plus intelligents, mais les plus audacieux qui réussiront. Et selon Kiyosaki, ça passe par 2 choses. Numéro 1, être bien éduqué financièrement et prendre avantage de toutes ces options. Par exemple, si tu es un salarié et que tu travailles à temps plein et que tu fais beaucoup d'argent parce que là, tu as monté les échelons, tu as eu beaucoup d'augmentation de salaire, mais tu vas quand même te faire imposer sur 50% de ton salaire, donc la moitié de ton salaire, et ensuite, tu vas peut-être investir 5 ou 10% de ce qui te reste après l'imposition, et là, les gains que tu vas faire sur tes placements que tu as fait sur 5 ou 10% de ce qui reste, eh bien, ceux-là aussi vont être imposés. Donc, tu vas perdre beaucoup d'argent sur ton salaire à la source et après ça, tu vas perdre de l'argent sur ce que tu vas générer dans tes investissements. Donc, finalement, tu vas être taxé sur tes revenus, tu vas être taxé sur ce que tu achètes, tu vas être taxé dans tes investissements, tu vas être taxé partout. L'autre exemple, c'est utiliser les revenus d'un actif, exemple les profits d'un immeuble locatif, et là, investir la totalité de ces profits-là dans un compte libre d'impôts comme un REER ou un CELI, donc c'est peut-être d'autres mots, c'était en France, moi je parle au Canada, au Québec. REER, c'est justement un compte pour la retraite, régime d'épargne enregistré pour la retraite, ou le CELI, c'est justement un compte d'épargne libre d'impôts. Et ensuite, réinvestir tous les gains et les dividendes non imposables dans ces comptes-là et les réinvestir dans des actifs, donc racheter encore plus d'actions, ou réinvestir ça dans un immeuble locatif ou n'importe quoi qui est un actif. Et ça va faire fructifier tes actifs de façon exponentielle. Donc, il y a une très, très grande différence entre ces deux-là. Donc, quand on est bien éduqué financièrement et on prend avantage de tout ça, si on regarde à l'échelle à long terme, là, on va être très, très, très gagnant. On va pouvoir être riche alors que le salarié qui se fait couper la moitié de son salaire et qui se fait imposer tous ses gains, ben, il va avoir de la difficulté à devenir riche ou ça va être pratiquement impossible. Et la deuxième chose, selon Kiyosaki, c'est de saisir ces opportunités dans des moments de crise. Ne pas laisser les émotions ruiner ses finances. Il en parle beaucoup, beaucoup dans le livre. Les gens
qui laissent la peur dicter leurs décisions financières. C'est des gens qui restent pauvres toute leur vie. Ils ont peur de ne pas pouvoir payer leurs dettes, ils ont peur de ne pas avoir assez d'argent et à cause de ça, ils vont être trop conservateurs, ils vont paniquer. Hein? Donc, exemple, quand tout le monde panique et vend ses investissements parce qu'il pense qu'il va y avoir un crash boursier, et au moment où je fais cette vidéo, là, tout le monde parle de récession en plus, donc c'est vraiment d'actualité, eh bien, la personne riche, elle va tout simplement acheter à rabais. Quand les actions vont avoir chuté, ils vont s'être gardés de l'argent pour en acheter à rabais pour que ça remonte après. Ou quand quelqu'un va vendre son immeuble à un prix beaucoup plus bas parce qu'ils ont peur d'un crash immobilier, ils vont acheter l'immeuble à plus petit coût, à plus petite valeur que ce que ça vaut réellement. Ils vont attendre que la valeur remonte et ensuite ils pourront le revendre 2 fois, 3 fois plus cher. Donc, c'est ces gens-là qui ne paniquent pas, qui sont stoïques, qui contrôlent leurs émotions et qui sont capables de saisir les opportunités dans des moments de crise, c'est eux qui vont pouvoir devenir riches. Et la dernière leçon numéro 6, c'est travailler pour apprendre, pas pour l'argent. Kiyosaki dit dans le livre que son père riche lui a enseigné les fondements de l'argent entre 9 ans et 39 ans. Donc pendant 3 décennies, Robert il a saisi les concepts de ce que c'est réellement de penser, de gérer et d'agir comme un riche avant que son père riche lui dise « Bon, là, je pense que tu maîtrises tous les concepts, tu peux voler de tes propres ailes. » Et ça lui a pris 3 décennies. Et c'est vraiment important de travailler pour pouvoir apprendre et pas nécessairement pour seulement faire de l'argent. Parce que quand on se concentre trop sur l'argent, eh bien, on va devenir qu'un salarié. Le salarié, sa motivation, c'est seulement d'avoir son chèque de paie. Mais pour devenir riche, ça prend beaucoup plus que ça. Et un autre point très important de Kiyosaki, c'est qu'il est encore mieux d'apprendre constamment de nouvelles techniques et des nouvelles compétences que d'être hyper spécialisé dans une chose. Parce que souvent, c'est la somme de nos compétences qui fait la différence. Il y a beaucoup de gens qui sont hyper talentueux, mais qui restent pauvres. Donc, il a donné un super exemple dans le livre. Il y a une autrice il a approchée. Elle a dit moi, je suis vraiment très bonne pour écrire des livres. Là, j'ai vraiment un doctorat en écriture littéraire. Je suis vraiment une experte en écriture de livres, mais les livres que j'ai écrits ne sont jamais devenus des best-sellers. Donc, est-ce que tu as des conseils à me donner pour que je puisse avoir un best-seller? Donc, Kiyosaki a répondu à cette femme. Il lui a dit, ben, apprends à vendre. Apprends tous les fondements de la vente. Puis elle a été insultée de ça. Elle a dit, moi, je veux pas être une vendeuse. Je déteste les gens qui vendent, qui font du porte-à-porte, qui font de la pression. Je veux pas être une vendeuse. Moi, je suis tout simplement quelqu'un qui écrit des livres. Et elle est partie. Mais lui, il lui a répondu, ben, moi, je suis un best seller, pas un best writer. Je suis pas le meilleur écrivain, je suis le meilleur pour vendre mon livre. Donc, c'est certain qu'il faut que tu apprennes à vendre. Donc, il ne s'agit pas d'être le meilleur dans ce qu'on fait, mais plutôt le plus complet possible. Si tu es super bon pour écrire des livres, mais tu sais pas comment en faire le marketing, tu te rendras nulle part, en fait. Hein? La plupart, ça c'est un autre bon exemple, la plupart des gens, ils lèveraient la main si on leur demandait qui peut cuisiner un meilleur burger que chez McDonald's ou McDo, si t'es en France. Plein de gens lèveraient la main. La raison pourquoi McDonald's est si riche et implanté à travers le monde, c'est qu'ils sont des experts dans les systèmes commerciaux. Ils se sont pas concentrés uniquement sur faire le meilleur burger au monde. Le vrai meilleur burger au monde en ce moment, personne le connaît parce que il est pas connu, il n'y a pas eu de marketing, il n'y a pas eu de franchise qui a été créée alentour de ça. Personne ne connaît ce nom-là. Mais tout le monde connaît McDo parce qu'il y en a partout à travers le monde. C'est pas nécessairement le meilleur burger du monde, mais en raison qu'ils ont été des experts dans le côté business, eh bien, ça leur a servi d'avoir une des plus grandes marques
à travers, à travers le monde et d'être riche. Donc, en conclusion, les principaux points à se rappeler de ce livre, c'est faites travailler l'argent pour vous en acquérant des actifs et non des passifs. Assurez-vous que quand vous prenez votre argent, que ça va travailler pour vous, que vous allez acheter quelque chose qui va pouvoir monter en valeur ou vous générer encore plus d'argent au lieu de quelque chose qui va déprécier en valeur et qui ne vous générera rien. Apprenez tout sur l'argent, sur comment prendre avantage des systèmes, des taxes, de l'incorporation pour garder le maximum dans vos poches et bien sûr réinvestir cet argent-là dans des actifs de façon exponentielle. Et soyez créatifs et ne blâmez que vous si vous manquez d'argent. Éduquez-vous, ayez le courage de saisir des opportunités, bâtissez des systèmes qui vous rapporteront des cash flows, soyez disciplinés en vous payant en premier et en dépensant en dernier. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué, tu n'as pas besoin de bâtir une grande compagnie. Moi, j'ai tout simplement bâti un business en ligne super simple et je mets mon argent dans des actions, dans des fonds indiciels qui sont vraiment sans aucune gestion et je fais de l'argent en bourse et je fais de l'argent de façon passive dans mon business en ligne. Donc, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Si tu veux apprendre comment faire un business en ligne et te lancer pour pouvoir te créer plus d'actifs dans ta vie, va chercher mon guide gratuit. C'est le premier lien dans la description. Ça s'appelle le guide ultime de l'entrepreneur minimaliste. Je te donne un plan d'action en 3 étapes super simples, des petits trucs à faire chaque semaine pour créer ton business en ligne et que semaine après semaine, mois après mois, tu bâtisses quelque chose qui, dans plusieurs années, va te ramener beaucoup d'argent de façon passive. C'est super si tu veux appliquer tout ce que tu as appris dans ce résumé de ce livre. Donc, encore une fois, c'est le premier lien dans la description. Ça me fait plaisir de te l'offrir puisque tu as écouté ma vidéo jusqu'à la fin. Donc, sinon, abonne-toi à ma chaîne si tu veux plus de contenu sur les business en ligne et d'autres revues de livres business ou financiers parce que je vais en faire d'autres cette année. Et puis, on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.